Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va continuer notre revue des plus grosses large cap américaines. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les critères de ce screener. Alors c'est pas vraiment un screener, c'est juste une petite sélection. On prend les sociétés états-uniennes cotées aux États-Unis avec des market cap entre 185 milliards de dollars et 240 milliards de dollars. On y va tout de suite. Alors ça donne 12 entreprises. Si vous regardez le précédent top, vous verrez qu'il y a McDonald's qui apparaît dedans et Philip Morris également. Tout va très vite avec la guerre commerciale, la baisse forte des marchés, les rebonds des marchés, du coup ça rebat un peu les capitalisations boursières. Alors Philip Morris, on l'a déjà vu, je vous renvoie vers le screener précédent. Cisco Systems, le géant des appareils de télécommunications, on est sur 231 milliards de dollars de market cap, 0,7% de croissance en un rythme annualisé sur 5 ans, c'est faible, c'est très mature comme business, il n'y a plus de croissance, hors croissance externe. Une VO sur EBITDA de 16,1, un price earning de 25 et un price to cash flow de 18. Je pense que comme c'est une société mature, elle est en phase de génération de cash, donc elle a plus besoin de réinvestir beaucoup dans son activité, c'est pour ça que le free cash flow est plus pertinent que le price earning pour la valorisation. Maintenant en VO sur EBITDA, ça me paraît quand même un peu élevé. Donc Cisco, vu la faible croissance, on pourrait s'attendre quand même à avoir des multiples plus bas. On a vraiment des capitaux investis à 14, donc bonne qualité, de la bonne rentabilité. Une dette nette qui est inférieure à une fois l'EBITDA, ce qui est du coup bilan solide. Du rendement du dividende à 2,8%, ce qui est correct, rendement d'actionnaire à 5,8%, donc il y a des rachats d'actions assez massifs sur Cisco. Attention qu'on est un peu limite alors en termes de bénéfices nets on est un peu limite, 70% de payout ratio, en termes de free cash flow il y a de la marge quand même, donc moi je pense qu'on a les moyens de cette rémunération d'actionnaire qui inclut dividende et rachat d'actions. Cisco, ce qui serait intéressant c'est de l'avoir un peu plus bas, parce que il n'y a pas de croissance. Bon, on est rentable, on est très rentable, mais il faudrait l'avoir à 3,5 en rendement du dividende, peut-être une VE sur EBITDA en dessous de 15, là ça me paraît encore un peu cher payé. Ensuite, Abbott Laboratories, on est sur une société alors qui fait plutôt de l'équipement médical, des fournitures médicales, 220 milliards de dollars de market cap, 5,6% de croissance en rythme annualisé sous 5 ans, donc c'est une croissance plutôt moyenne, c'est plutôt moyennement élevée, donc c'est pas mal. 21 VE sur EBITDA, ça c'est un peu cher payé, on est à 16,6 en price earning et 34,7 en price to cash flow. Mais je pense qu'il y a du résultat exceptionnel sur les bénéfices nets, ce qui explique pourquoi ils sont plus élevés que les free cash flow, et je pense que ça biaise le multiple de PE, parce que les deux autres sont élevés. Donc ça me paraît trop cher. On est à 23,5 en rendement des capitaux investis, excellente rentabilité, il n'y a pas trop de dette sur le dossier, on est à 0,6 fois dette nette sur EBITDA, 1,9% de rendement du dividende, c'est un niveau qui est plutôt faible, mais ça tient à la cherté de l'action. Un rendement de l'actionnaire à 2,2%, donc il y a des rachats d'actions. On est sur un payout ratio de 28,6%, mais les free cash flow moitié moindres que les bénéfices nets, donc on est en réalité proche de 60% en payout ratio, donc on a quand même les moyens de cette rémunération d'actionnaire. Maintenant, c'est trop cher payé, c'est pour ça que ce rendement d'actionnaire est faible. Je pense qu'il vaut mieux en être à l'écart de cette société. Ensuite, on est sur IBM, 218 milliards de dollars de market cap, on est sur 1,7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, la croissance c'est faible, donc on est dans le secteur des services IT. Dans ce secteur-là, moi je pense que Accenture est plus intéressant, c'est mon avis personnel. On est à 22,3 en VO sur EBITDA, 37 en price earning, c'est cher, et 17,6 en price free cash flow. Les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Ce qu'il faut vérifier ici, c'est est-ce que c'est à cause des dépenses en capital qui sont en baisse, donc c'est-à-dire que l'entreprise réduit son périmètre, ce qui peut être dommage pour la croissance future. Les multiples ici me paraissent élevés. Bon, alors si la vérité vient et c'est sur le multiple de price sur cash flow, c'est pas si élevé que ça, mais en VE sur EBITDA, on a l'air quand même assez cher. Donc là, il y a quand même, il faut aller analyser le tableau de flux de trésorerie pour comprendre pourquoi ce multiple-là de VE sur EBITDA est bien plus élevé que le multiple de price sur cash flow, alors que théoriquement, l'EBITDA, si le management est bon, il se convertit bien en free cash flow. Donc ça me semble un peu pas si évident que ça à analyser. En rendement des capitaux investis à 8%, 2,3 fois la dette nette sur EBITDA, donc un peu de dette. La rentabilité est plutôt moyenne sur le dossier, 2,8% de rendement du dividende, 2,77, donc 2,8 en rendement de l'actionnaire, légère dilution, pas de problème. On est à 102 en payout ratio, mais les free cash flow sont 2 fois plus élevés que les bénéfices nets, donc on est en réalité proche de 50%. IBM, moi je pense que c'est pas du tout un bon dossier, il vaut mieux mettre ça à l'écart. McDonald's, on l'a déjà vu dans le précédent screener, je vous renvoie à la vidéo. Ensuite, on passe sur Wells Fargo, la troisième banque US en termes de market cap, 217 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans,
Donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut voir. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise a son produit net bancaire qui baisse? D'où ça vient? Est-ce qu'on collecte moins de frais? Est-ce qu'on collecte moins de dépôts? Donc ça allait creuser. On a un price earning de 12,4, ce qui est le multiple le plus pertinent pour valoriser une banque. Enfin, en tout cas, le multiple de flux. C'est cher payé. Il vaut mieux avoir un multiple en dessous de 10 pour les banques. Alors, pour les banques US, on peut s'autoriser d'être un peu au-dessus. Par exemple, pour JP Morgan, c'est le cas. On n'est pas beaucoup plus au-dessus. Pour Wells Fargo, c'est pas forcément la plus qualitative des banques, et ce multiple-là me semble un peu élevé. On n'a pas de décote sur les actifs tangibles, donc là c'est pareil. Pour une banque, on veut une décote sur actifs tangibles pour avoir un coussin de sécurité, parce que le bilan des banques est assez compliqué à lire, donc on veut que le marché mette une décote sur ce bilan pour avoir plus de sécurité. Un rendement des fonds propres à 11%, c'est plutôt convenable pour une banque, c'est pas mal. Rendement du dividende à 2,4%, 11,8% de rendement de l'actionnaire, qui est énorme. Donc on a un payout ratio à 31%, et en fait tout le reste des bénéfices sont alloués au rachat d'actions, je pense. Donc c'est hyper élevé ce rendement d'actionnaire, mais moi je pense que ça suffit pas pour rendre ce dossier attractif, qui est encore chèrement valorisé. Donc plutôt à l'écart de Wells Fargo. Palantir, le logiciel de, on va dire, Big Data, alors il bosse pas mal avec les agences de renseignement, donc Big Data ou Big Brother, c'est la question pour Palantir. On a 216 milliards de dollars de market cap, 31% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est énorme, super croissance sur le dossier. On n'a pas le multiple de VE sur EBITDA, dommage, mais le price earning est à 484, donc n'importe quoi, et 190 en price free cash flow. Vous avez Nvidia qui croît plus vite que Palantir et qui a des multiples qui sont 5 fois moins élevés. Donc je comprends pas le délire sur Palantir. Je vais pas continuer l'analyse parce que pour moi c'est pas du tout un dossier qui est intéressant à ce niveau de prix, un niveau de multiple. Ensuite, Merck, on est sur le laboratoire pharmaceutique, 207 milliards de dollars de market cap, 10,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça sent la croissance externe, à vérifier, mais en organique, les labos, ils croissent pas à cette vitesse-là, surtout les gros labos, surtout Big Pharma comme Merck. Donc je pense qu'il y a eu des acquisitions sur les 5 ans passés. 7,9 en VE sur EBITDA, donc là on se rapproche de multiples plutôt value, ça c'est intéressant. 12,2 en price earning, 11,4 en price free cash flow. Bon, on est presque value, j'ai envie de dire, sur ce dossier. Value pour moi ça serait 7 en VE sur EBITDA, 10 en dessous de 10 en PE, en dessous de 10 en price free cash flow, on n'est pas si loin que ça. Surtout que c'est une boîte américaine, donc les multiples sont en général plus élevés. On a un rendement des capitaux investis qui est à 26,4%, donc en plus excellente qualité. 0,9 en dette nette sur EBITDA, pas trop de dette, quasiment 4% de rendement du dividende, ça c'est bien, 4,3 en rendement actionnaire, donc en plus il y a des rachats d'actions. On a un payout ratio qui est à 46%, avec les free cash flow légèrement plus élevés que les bénéfices nets, donc on a largement de quoi augmenter ce dividende, même la rémunération de l'actionnaire, avec ce niveau de payout ratio. Merck, si je m'autorisais à investir dans les laboratoires pharmaceutiques, je pense que je mettrais Merck en watchlist, pour creuser le dossier, parce que là ça a l'air tout à fait intéressant, niveau de multiple, niveau de qualité, niveau de rendement l'actionnaire, y a rien qui dénote sur cette société. Voilà. Maintenant, moi je n'investis pas dans les labos, mais si vous le faites, je pense que ça peut être intéressant à les creuser. General Electric, donc le conglomérat industriel. Alors ils mettent Aerospace and Defense, donc je sais plus, maintenant je connais plus trop les activités de General Electric, qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Bon, c'est un conglomérat industriel, il faut aller voir, il y a plein d'activités. On est quasiment à 200 milliards de market cap, décroissance de 15,6% en rythme annualisé sur 5 ans, donc ça sent les cessions. General Electric s'est recentré quand même, après quelques années de sous-performance, donc ça à mon avis c'est complètement des cessions, c'est le périmètre de l'entreprise qui a changé. 21,5 en VE sur EBITDA, c'est cher payé, 31 en PE, c'est cher payé, 54 en price free cash flow, c'est cher payé, donc c'est trop cher, General Electric. On a 17 en rendement de l'actionnaire, rendement des capitaux investis, ce qui est convenable, qui est même plutôt bon comme rentabilité. 0,4 en dette nette sur EBITDA, donc pas beaucoup de dette au bilan. 0,6 en rendement de l'actionnaire, en rendement du dividende, donc le dividende est plutôt faible. On a un rendement de l'actionnaire qui est à 3,4%. Ce qui est convenable. On a un payout ratio à 15,4%, mais en fait on utilise une énorme partie des free cash flow ici. Alors les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc en fait on a 30% par rapport au payout du dividende, et on utilise aussi pas mal les free cash flow pour faire des rachats d'actions ici, comme on peut le voir. Bon, à l'écart, General Electric c'est beaucoup trop cher. PepsiCo, donc le numéro 2 des sodas, on a 200 milliards de market cap, 6,5% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est une croissance plutôt correcte, plutôt convenable, c'est pas mal. 12,6 en VE sur EBITDA, donc un multiple un peu élevé, un multiple d'une société de qualité. On a 21 en price earning, 27,8 en price free cash flow, et 18,5 en rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité.
2,3 en dette nette sur EBITDA. De mémoire, la dette était plus élevée que ça auparavant. Je pense qu'elle a pas mal baissé ces derniers trimestres, et ça c'est excellent. Donc le dossier, le bilan devient de plus en plus qualitatif, de plus en plus solide. Donc ça c'est très bien. 3,7 en rendement du dividende. Ça c'est intéressant pour un entier. 4,11 en rendement à l'actionnaire. Donc il y a un peu de rachat d'actions. On a un payout ratio qui est élevé par contre. 75 en payout ratio, mais les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. Donc je pense qu'on a versé une partie du dividende à crédit, donc ça c'est pas bon, ce qui veut dire que ce rendement de l'actionnaire n'est pas soutenable si on n'a pas des free cash flow qui remontent. Donc point de vigilance là-dessus. Pepsi, un peu cher encore, un peu cher. Il faudrait la choper avec un dividende qui soit au-dessus de 4%, et des free cash flow qui couvrent bien le dividende. Là je pense que c'est pas le cas, autrement je pense que le dossier est plutôt bon. Mais bon voilà, il y a ces points qui dénotent un petit peu et qui peuvent perturber, résultat, la société n'est pas forcément une entreprise ultra qualitative, même si je pense que ça reste défensif. Ensuite, AT&T, donc on est sur les télécoms, 190 milliards de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Pareil, à mon avis, ça c'est une cession d'actifs, parce que c'est un peu élevé comme niveau de décroissance, et surtout que les télécoms, bon, ça croît modestement, mais ça croît en positif quand même. On a un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA qui est value à 6,7, c'est bien. En price sur free cash flow, on a 10,3, donc on est pas loin de la zone value, qui est pas mal. Donc en fait le multiple qui est plus intéressant, enfin le price earning, on va pas, à mon avis, faut pas le prendre en compte parce qu'on est sur une industrie qui est mature et qui génère beaucoup de free cash flow. Donc à mon avis, le plus pertinent c'est de prendre le price free cash flow. On a 8,3 en rendement de l'action des capitaux investis, donc plutôt convenable on va dire comme rentabilité. 3,7 en dette nette sur EBITDA. C'est un peu élevé. Pour les télécoms, on peut aller jusqu'à 5 puisque c'est une industrie qui a de la visibilité sur ses cash flows, puisque ce sont des monopoles naturels, donc elles peuvent avoir accès à de la dette, à des taux d'intérêt attractifs. Toutefois, au-dessus de 3 pour une société classique, on va dire, industrielle, c'est dangereux. Ça serait au-dessus de 5 pour des télécoms, mais bon, 3,7 c'est quand même un peu élevé. Hein. On a un rendement du dividende à 4,2%, ça c'est intéressant. 4,4% de rendement de l'actionnaire, donc un peu de rachat d'actions. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, donc le payout ratio est beaucoup plus bas que ce qui est indiqué ici. Donc on a les moyens de cette rémunération de l'actionnaire. AT&T, ça peut être intéressant si la dette continue à baisser un petit peu. On conclut avec Intuitive Surgical, donc on est sur les équipements médicaux, 187 milliards de dollars de market cap, 13,3% de rendement, 13,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc assez forte croissance, hein, à voir si c'est organique ou externe. Des multiples trop élevés pour moi, hein, 64 en VO sur EBITDA, n'importe quoi, 80,5 en price earning, c'est du délire, et 144 en price free cash flow, donc là je comprends pas ces niveaux de valorisation. On a 12,6 en rendement des capitaux investis, donc la rentabilité est bonne. Pas de dette au bilan, ça c'est bien, il n'y a pas de dividende de verser, un peu de dilution, mais rien d'inquiétant non plus. Donc Intuitive, beaucoup trop cher hein, à ce niveau. Alors, selon les profils, qu'est-ce qu'on va garder? Si vous pouvez investir dans les pharma, je pense que Merck est intéressant. Si vous êtes sur pareil pour Abbott Laboratories à mon avis. D'ailleurs si c'est pas un laboratoire pharmaceutique, ça peut être intéressant même si vous investissez pas dans les labos. Donc, Abbott et Merck, ça va à mon avis plutôt défensif. Ensuite on va pouvoir se prendre PepsiCo, il faut que la dette baisse un petit peu ou que le rendement de l'actionnaire monte un petit peu. Enfin, voilà, il faut que les valorisations baissent un petit peu pour que ce soit vraiment intéressant, PepsiCo, avec un PE en dessous, on va dire un PE vers 17, là ça pourrait être intéressant. AT&T, attendez que la dette baisse un petit peu. Et c'est tout ce que je garderai dans cette revue. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.